Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 40 de La Lame, le podcast qui parle d'art, de militantisme et d'entrepreneuriat. Et oui, l'épisode 40 déjà, c'est assez dingue dit comme ça. Le temps passe très vite et je suis toujours heureuse de vous retrouver à ce micro. Pour le coup, j'avais un peu envie de vous retrouver, vous et moi, dans un épisode solo pour ce 40e épisode. Et pour l'occasion, je reviens avec un format que j'avais arrêté car je n'arrivais pas à le tenir. Il s'agit de vlog, c'est-à-dire que le principe c'est que je vais prendre mon micro à certains moments de mon mois et vous raconter ce qui se passe en ce moment pour moi. Dans le premier épisode, j'ai eu beaucoup de mal avec la régularité et finalement, cette fois-ci, ça a été beaucoup plus fluide. J'ai plus pris le micro un peu sans me préparer à des moments où j'avais juste besoin de parler, quand ça allait bien ou mal. Et je me suis dit que ce deuxième épisode pouvait être intéressant et chouette. J'ai abordé plein de thèmes, donc je vais vous laisser les découvrir. Et sur ce, moi je vous laisse. Je vous dis encore merci de m'écouter après tout ce temps. Je sais pas depuis combien de temps vous écoutez ce podcast. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais c'est toujours un bonheur de pouvoir partager ça avec vous. Et j'espère que le projet vous convient toujours autant et que les podcasts vous plaisent, vous font du bien ou vous apprennent des choses. Si jamais c'est le cas et pour fêter ce 40e épisode avec moi, n'hésitez pas à soutenir le podcast sur votre plateforme d'écoute préférée ainsi que sur le compte Instagram La Lame Podcast. Je vous remercie beaucoup si vous avez le temps et l'énergie de le faire. Et sur ce, je vous souhaite une très belle écoute. À bientôt. Bonjour. Je reprends aujourd'hui les vlogs. Nous sommes le 8 octobre 2024 et depuis quelques temps, j'ai bien envie de reprendre ce projet. J'ai sorti un vlog sur le podcast il y a quelques temps et j'avais jamais vraiment continué ce concept, ce format, et ça commence à me manquer. En fait, j'avais beaucoup de mal à faire des choses de façon régulière et à prendre le micro plusieurs fois, peut-être dans le mois par exemple. À chaque fois je repoussais, c'était pas le bon moment, etc. Ou je me disais est-ce que ce sujet-là est intéressant ou pas. Je vais essayer de m'enlever la pression et de juste vous parler de ce qui me passe par la tête et on verra bien ce que ça donne. Voilà. Je me dis que ça peut permettre d'aborder certains sujets que j'aborde des fois dans des podcasts de 1 heure sur tel sujet précisément, mais là de peut-être soit en aborder d'autres ou de les aborder de façon un peu plus légère, en vous parlant de quelque chose qui vient de se passer, en vous parlant un peu d'actualité, de choses qui se passent en ce moment dans ma vie de photographe, d'observations, de réflexions que je peux avoir aussi, de choses qui ne pourraient pas se traiter en autant de temps, mais seulement en quelques minutes par exemple, etc. Voilà, je pense qu'on peut aborder d'autres sujets, ou alors aborder les sujets dont on parle parfois d'un autre œil et différemment, et que du coup ça peut être quelque chose d'intéressant. Je suis de très bonne humeur en ce début de mois d'octobre. J'ai passé un très bon mois de septembre au niveau du travail. Après avoir pris des vacances et pris un peu soin de moi, j'ai repris de bonnes bases et de bonnes habitudes d'organisation et pour ma vie perso et tout, et ça marche bien. Et j'ai eu pas mal de taf en septembre, donc ça m'a redonné un peu espoir et de la force, parce que quand on passe des périodes où on a un peu moins de travail, alors que ça fait déjà 3 ans pour moi que je suis lancée bientôt, c'est un peu dur de se dire est-ce que ça va marcher ou pas. Avec les résultats des élections, avec le fait qu'on perd de plus en plus d'argent dans la culture en ce moment, bon, c'est un peu dur pour le moral, parfois. Mais là, je reprends espoir, je reprends de l'argent aussi. Vraiment, ça fait du bien, on va pas se mentir. Et du coup, je repars sur de bonnes bases et ce début de mois d'octobre continue sur cette lancée. Donc, en ce moment, j'ai beaucoup de concerts. C'est toujours un peu aux mêmes endroits, mais j'ai un nouvel endroit débloqué, donc c'est chouette. J'ai fait aussi quelques vidéos, parfois seulement des captations, parfois la vidéo complète pour une entreprise. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Et en termes de prestats payés, c'est tout, je crois. Et sinon, j'ai continué le podcast. Là, j'ai besoin de relancer une salve d'invités, donc je vais relancer des invitations bientôt. Mais voilà, ça se passe bien. Je suis en train de réfléchir au nouveau concept, là, où je commence à filmer un peu dans des endroits que mes anciens invités connaissent. Il y a notamment une prestation que j'ai adoré faire,
qui me changeait un peu en fait de mes prestations d'habitude parce que je fais beaucoup de concerts en ce moment. C'est la prestation pour Julien Lerobe. Julien Lerobe, je vous mettrai son Instagram en description. C'est un peintre lyonnais qui a notamment un concept vidéo où en fait il va se poser sur une place et filmer cet endroit de Lyon, par exemple on va dire la place Bellecour, la place de l'Hôtel de Ville, la place des Jacobins. Il va se poser sur la place et dessiner les moments de vie qui s'y passent et filmer tout ça, tout en interviewant les gens par exemple qui va peindre, en prenant des moments de vie, en faisant certains focus sur ses techniques de peinture aussi. Et tout ça donne un concept très intéressant. Donc j'ai eu le plaisir en fait de pouvoir filmer du coup pour lui en prestation. J'ai vraiment adoré travailler avec lui et puis il est hyper talentueux. Donc c'était vraiment un plaisir. Nous on s'est focus sur la place Louis Pradel, donc la place devant l'Opéra à Hôtel de Ville, pour celles et ceux qui sont déjà venus à Lyon. Et c'est la place qui est connue pour ses skateurs et skateuses. On a passé donc 3 jours, enfin Julien a passé plus d'une semaine, mais moi je suis venue pour 3 jours de tournage, 3 petites après-midi, pour filmer les skateurs, pour les interviewer, pour filmer Julien qui peignait, etc., etc. Et c'était très intéressant, très chouette comme presta. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, et notamment en extérieur comme ça. Donc j'ai vraiment adoré travailler dessus. Et ça m'a fait penser que je voulais vous parler de quelque chose. Ça m'a donné un sujet en tête, c'est que à chaque fois je me le dis, et à chaque fois ça revient, je m'interdis trop de faire des choses parce que je me sens pas légitime. Là c'est vraiment une presta où du coup j'ai fait quelque chose que j'ai pas trop l'habitude de faire, c'est-à-dire prendre de la place dans l'espace public. Julien, c'est ce qu'il fait à chaque fois qu'il fait des peintures, il va se poser quelque part et il y a tous les passants qui vont pouvoir regarder la peinture qu'il est en train de peindre. Et je trouve ça hyper courageux et hyper difficile comme exercice, déjà de montrer son travail à des inconnus, et en plus alors qu'il n'est pas terminé. Voilà, je trouve ça vraiment très beau. Et en fait, voir les réactions des gens qui regardent ces peintures, ça m'a vraiment marquée parce que déjà, vraiment, j'ai pas vu de personnes mal intentionnées, quoi. Tout le monde était adorable, tout le monde faisait plein de compliments, tout le monde lui posait des questions, s'intéressait à son œuvre, à son pourquoi, à tout ça. Et ça m'a beaucoup inspirée. J'en ai parlé avec Julien d'ailleurs, je lui disais que il y avait plein de choses comme ça que je m'interdisais parce que j'ai un peu des grosses barrières mentales en fait. Je me mets des barrières mentales. Et j'en parlais à Julien, mais c'est exactement le genre de choses que je m'interdis de faire perso, parce que j'ai des barrières mentales en fait que j'ai, et c'est pas de ma faute, qui font que c'est des choses qui me paraissent impossibles et inatteignables alors qu'en fait c'est pas grand chose. Et en plus quand je suis sur le fait, je m'en sors très bien. Par exemple, aller filmer en extérieur, parler avec des inconnus, leur demander si ils peuvent être photographiés, filmés, etc. Ça m'a posé aucun problème cette semaine-là. Et je suis hyper détendue quand je parle à des inconnus. On a vraiment lié avec les gens. Ça s'est très bien passé. Mais voilà, si je l'avais pas fait avec Julien, je l'aurais sûrement pas fait du tout. C'est quelque chose qui me faisait beaucoup moins peur avant parce que avec ma meilleure amie, on avait par exemple une page Instagram un peu type, même pas un peu type, on avait copié le concept de Human of New York. Et pour ceux qui ne connaissent pas, du coup, Human of New York, c'était une personne qui allait photographier et demander à des inconnus dans la rue de leur raconter une histoire. Voilà, quelle qu'elle soit, vraie ou non, etc. Ça pouvait être plein de choses. Et nous, on avait copié clairement le concept. On allait du coup voilà, dans la rue et on parlait à des inconnus toute la journée. On allait leur demander de nous raconter des choses et tout. Enfin, c'est quand même assez engageant comme demande à des gens que tu connais pas. Et voilà, c'est des choses que je fais de moins en moins et qui du coup sont de plus en plus inatteignables dans ma tête. Quand il y a quelque chose qui est ancré dans nos habitudes, ça ne nous demande aucun effort, mais quand quelque chose n'est pas ancré dans nos habitudes, ça nous demande énormément d'efforts. Et je voulais vous faire la petite liste de toutes ces choses-là que je ne m'autorise pas assez pour qu'on puisse ensemble se motiver à les faire,
Enfin, vous pouvez avoir une liste différente, bien sûr. Mais moi, je vais vous dire les choses sur lesquelles je bloque. Alors que c'est quand même dingue de bloquer là-dessus quand c'est ton métier, etc. Et c'est des choses que j'aimerais faire beaucoup plus et développer beaucoup plus. Voilà. Alors, c'est la seule chose qui n'est pas dans mon métier, mais faire du sport dehors, en tant que meuf, on se sait. Faire du sport dehors, c'est quelque chose d'inconnu au bataillon. Tous les trucs de... Je sais pas comment ça s'appelle, de street workout, là, dehors. Il y a que des hommes. Enfin, voilà, toutes les installations que tu peux voir dehors dans les parcs, etc., c'est vraiment que des mecs. Et en tant que meuf, sauf si on a fait des sports co, par exemple, etc. Je sais que ma meilleure pote, par exemple, elle a fait des sports co, et du coup, pour elle, et des sports co en extérieur. Donc, pour elle, c'est beaucoup moins problématique de faire ça. Ou alors qu'on a eu un entourage qui fait que, je sais pas, depuis qu'on est toute petite, on a commencé à faire du skate, par exemple, avec nos frères, avec les mecs de notre quartier. Et du coup, bah, voilà, c'est quelque chose qui est ancré dans notre habitude depuis petit. Bah, c'est complètement différent. Mais la plupart du temps, c'est plutôt des sports de mecs, et du coup c'est plutôt des mecs qui vont être habitués à être dehors et à faire du sport sans problème. Moi c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Les sports que j'ai fait, ça a toujours été en club et en intérieur. Et du coup juste aller par exemple courir avec ma meilleure pote, hein, pas toute seule en plus, courir dehors, je me sentais grave illégitime de le faire. Et encore aujourd'hui, aller sur un truc de street workout dehors, ça me cringe de fou parce que j'ai l'impression que tout le monde me regarde. Et je pense que j'ai un peu raison aussi parce que c'est un peu chelou de voir une meuf au milieu de plein de mecs. Et voilà, il y a vraiment un truc qui fait que les femmes, en tout cas, n'y vont pas. Et c'est quelque chose que j'aimerais plus faire. Alors, le street workout, je suis pas sûre parce que je pense que c'est pas vraiment mon sport favori. Mais par exemple, aller dehors, poser ma slack toute seule, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Donc voilà, il y a des choses comme ça qui me feraient plaisir. Mais si on parle du travail, bah déjà filmer dehors, ça m'est arrivé très peu. Filmer en extérieur, un peu à la ZEP, quoi. Soit filmer des gens, ou filmer un travail préparé aussi. Mais aller filmer en extérieur, rencontrer du monde, c'est quelque chose qui après coup me remplit beaucoup. Enfin là, le tournage avec Julien, j'ai adoré parler, même si on n'a pas parlé à 100 000 skateurs non plus. On en a rencontré 4 peut-être, mais on a pris le temps de parler avec eux, d'échanger, etc. Et vraiment, c'est quelque chose que j'ai adoré et avec lequel je suis hyper à l'aise, bizarrement. Donc voilà, moi c'est des choses qui me font vraiment plaisir et que j'aimerais beaucoup plus exploiter. Les autres choses que je ne m'autorise pas, c'est par exemple de faire une exposition. Il faut savoir que ça fait 10 ans que je fais de la photo cette année. Ça fait vraiment 10 ans, et quand je dis que je fais de la photo, c'est vraiment... j'ai mon appareil depuis mes 15 ans, et depuis mes 15 ans, je fais des portraits conceptuels avec des gens, etc., des portraits artistiques, je fais des mises en scène, je fais de la photo de rue, je fais machin. Je fais plein de choses. Et ça fait 10 ans que j'en fais. C'est énorme, 10 ans en vrai, surtout à l'échelle de ma vie, c'est pratiquement la moitié de ma vie. Et je n'ai toujours pas fait d'expo, alors que autour de moi, je vois tout le monde qui en fait, et juste me sens vraiment pas légitime. C'est ouf quand même de se sentir pas légitime. Alors que j'ai des potes mecs, et très bien pour eux, mais notamment des potes mecs qui ont commencé la photo des fois il y a 6 mois et qui ont déjà fait une exposition, quoi. Et eux se sentent hyper légitimes, même juste la façon dont ils parlent de leur œuvre, ça n'a rien à voir avec la façon dont je parle de mes photos. Et tout ça, c'est des choses que j'aimerais dépasser à un moment, parce que c'est quand même un peu handicapant. Quand tu présentes ton travail, quand tu veux le défendre, et puis même faire des expos, ça te confronte à plein de choses, ça te confronte au regard des gens, ça te confronte aussi aux gens qui n'aiment pas, parce que sur Instagram, souvent, en vrai, moi j'ai très peu de haters pour l'instant. Donc voilà, j'ai que des compliments et c'est très chouette, mais j'ai pas la vraie réaction des gens, et en plus c'est la réaction écrite. Les gens voient la photo sur leur téléphone, ça n'a rien à voir que voir une photo en grand. Et puis voilà, moi j'ai plein d'idées d'exposition, notamment des expositions avec des concepts un peu différents en termes de mise en place, pas forcément dans des lieux par exemple, mais voilà, je vais pas en dire trop. Mais j'ai plein de concepts d'exposition que je voudrais faire, j'ai plein d'envies d'expo, en fait j'ai vraiment envie de montrer mon travail et d'expliquer pourquoi, parce qu'en fait
Enfin, je pense que si vous me suivez sur Instagram, vous savez, mais à chaque fois que je fais un portrait artistique, j'ai un message derrière, j'ai toute une histoire, j'ai plein de choses à dire. Et c'est vrai que sur Insta, les gens lisent pas tout le temps les descriptions, par exemple, et même sur mon site, j'ai pas trop d'endroits où je peux vraiment mettre toutes mes descriptions, etc. Et du coup, quand les gens achètent mes tirages, par exemple, ils savent pas forcément le message qu'il y a derrière. Alors que j'ai l'impression de un peu le marteler, mais la communication, c'est compliqué. Enfin, vous voyez pas forcément toutes mes stories, etc. Enfin, voilà, je sais qu'il y a plein de choses qui font que. Mais le fait est que des fois, les gens connaissent mes photos, mais ne connaissent pas les pourquoi de mes photos. Et c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup plus défendre et développer, l'histoire de mes photos. Donc si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller en description sur Insta. Vous avez la description sous toutes mes photos. Donc à quand une exposition, je ne sais pas. J'aimerais bien cette année, mais à chaque fois je me trouve des excuses. Par exemple, oui mais je n'ai pas de série avec un message qui va avec toute la série. C'est pas mal de travail éparpillé avec des concepts éparpillés, mais en soi il y a plein de gens qui font des expos de juste leur travail en général et les photos n'ont pas forcément à voir les unes avec les autres, les projets les uns avec les autres, et c'est pas grave. Juste je me mets une pression monstre et je me dis toujours que ce n'est pas assez, c'est pas légitime, etc., etc. Donc voilà, si jamais vous êtes dans ce cas-là, on peut se motiver ensemble à faire des expos, à trouver des lieux d'expo et à exposer ensemble peut-être cette année, je ne sais pas. Peut-être que je pourrais faire une exposition cette année sur mon travail en général depuis que j'ai commencé. Et puis, enfin depuis que j'ai commencé pas forcément, mais sur tous les portraits artistiques que j'ai fait assez récemment. Et en faire une autre à la fin de l'année avec, ou début d'année prochaine avec les concepts là que je développe de séries en ce moment. Donc je ne sais pas, mais j'aimerais beaucoup faire une exposition. Voilà, voir son œuvre imprimée déjà, c'est hyper spécial. Voir les gens la regarder, voir l'impact que ça peut avoir. Je pense que je rate énormément de choses à cause de ces barrières-là et c'est dommage, mais je veux que ce podcast soit positif. Alors, je dirais plutôt que j'ai envie de le faire et j'espère que je le ferai bientôt. Et dernière chose à laquelle j'ai pensé, en vrai, il y en a plein. C'est vraiment, sachez-le, une liste non exhaustive parce qu'il y a énormément de choses que je m'interdis, mais dans les autres choses que je m'interdis, il y a aller démarcher les gens en vrai pour mon travail. Autre barrière mentale et peur que j'ai, c'est la peur de passer pour la grosse michto de service. En fait, je pense qu'en tant que meuf, il y a aussi ce truc où on n'est vraiment pas habitué à se mettre en avant et à vouloir montrer son travail et défendre son travail et aller chercher les opportunités. Enfin, dans l'imaginaire commun, c'est beaucoup plus un truc de mec d'aller chercher les opportunités, proposer aux gens son travail parce que t'as croisé un mec que tu connais, qui tu sais, en fait, a une boîte de prod et machin. Le réseautage se fait vraiment beaucoup plus en tant qu'homme, surtout dans la culture, qu'en tant que meuf. Et en tant que meuf, t'as toujours l'impression, en tout cas moi j'ai toujours l'impression, de passer pour la michto de service. N'hésitez pas à écouter mes épisodes sur être une femme photographe. Voilà, mais j'ai aucun mal à démarcher par mail et à démarcher sur Insta et tout. À des entreprises par exemple, pas à des artistes solo. Peut-être que je devrais le faire, mais à des entreprises, à des orgas, etc., à des salles, ça j'ai pas de mal. Mais les mails, c'est quelque chose de très compliqué. Ça m'a permis d'avoir des gros clients, hein. Là, mon plus grand client, je l'ai eu par mail il y a 3 ans, 2 ans et demi. Mais en fait, un mail, c'est quelque chose qui peut se perdre au milieu de 1000 autres, surtout dans la culture, quand tu vas envoyer des mails à des festoches, par exemple. En vrai, il y a 4000, je crois qu'il y a plus de 4000 photographes pro à Lyon. T'inquiète qu'ils vont en grande majorité envoyer aux mêmes endroits que toi les endroits de démarchage. Et du coup, au final, c'est très dur de juste se faire ouvrir le mail, quoi. Mais ça marche, il faut continuer à démarcher par mail. Par contre, ce qui marche très bien, c'est le réseautage aussi IRL. C'est quand tu vas rencontrer des gens sur ton lieu de travail et leur proposer ton travail, aller les voir, leur donner ta carte et dire que t'es intéressé, que voilà pourquoi t'adores leur entreprise, pour machin. En fait, on va beaucoup plus se souvenir de toi si tu démarches en vrai que par mail, quoi. Mais le problème avec ça, c'est qu'il faut avoir le courage de le faire. Et c'est pas qu'une question de courage, hein. Je pense qu'on a tous des façons de socialiser différentes et du coup, y a des gens pour qui ça va être beaucoup plus compliqué de faire la même action que d'autres. Moi, j'ai pas mal
d'anxiété sociale, même si sur des points très précis et pas d'autres. Donc voilà, je suis quelqu'un de très sociable, j'ai pas peur d'aller parler aux gens, etc. Mais pour le travail, j'ai mon anxiété sociale à fond parce que je me dis toujours que voilà, on va me prendre pour la grosse michto. Et du coup, je m'interdis moi-même d'aller démarcher des gens. Combien de gens je croise sur mes lieux de travail chaque jour avec qui j'aimerais travailler? Je croise des DJ trop chouettes que j'adore. Je croise justement des peintres, des artistes que j'adore. Je croise plein de gens qui m'inspirent et avec qui j'aimerais travailler. Je connais plein de gens qui travaillent dans des salles que j'aimerais approcher et avec qui j'aimerais travailler. Mais je ne me permets jamais de juste proposer mon travail parce que je me dis toujours que je vais passer pour une opportuniste, pour la grosse michto, que je suis là juste par intérêt et nanana. Alors qu'en vrai, non. Enfin, c'est sincère que quand tu parles à quelqu'un, tu lui parles parce que tu apprécies la personne. Et si tu proposes ton travail à cette personne, déjà tu lui proposes un service, donc tu lui proposes une valeur ajoutée pour sa salle par exemple. Et en plus, tu lui proposes simplement, tu lui imposes rien, voilà, c'est juste, tiens, si jamais, je suis là et je peux t'aider à résoudre tes problématiques car c'est mon métier, c'est tout. Sans forcer, sans, voilà, mais juste dire ça peut te permettre d'avoir du travail. Et c'est quelque chose que si tu t'autorises pas, tu ne l'auras pas ce travail-là. Et c'est la faute de la société aussi, hein, et de comment on a été éduqué, etc. C'est pas le problème de dire d'où ça vient et tout. Bien sûr que c'est plus dur pour moi que pour un mec dans un boys club, et voilà. Mais n'empêche que c'est dommage, et c'est quelque chose que j'aimerais plus faire, parce que je sais pas comment on pourrait quantifier le nombre d'argent que j'ai perdu parce que j'avais peur, parce que je m'autorisais pas, parce que je me sentais pas légitime. En fait, j'ai droit de pouvoir vivre de ce que je fais autant que quelqu'un d'autre, et il faut que je me l'autorise à moi-même, et du coup pour ça il faut que j'aille aussi démarcher des gens en réalité, en réel, parce que je rate plein d'opportunités et je le sais. Donc si c'est votre cas aussi, pareil, on peut se motiver ensemble à se dire c'est ok et on est legit de proposer juste notre travail à des gens avec qui on veut travailler quand on les voit dans la vraie vie, quoi. C'est complètement ok. Et ça se trouve, au pire des cas, on aura un non. Et au meilleur des cas, on aura un oui qu'on n'aurait jamais eu autrement. Et ça, c'est dingo. Donc voilà. Surtout que, merde, encore une fois, j'ai de l'expérience. Je sais ce que je fais bien mon travail, je suis consciencieuse. Mes clients sont contents. Pourquoi je me permets pas de faire ça? C'est une légende. Si vous avez des réponses, n'hésitez pas. Dernière chose de cette liste qui est encore une fois non exhaustive, on le rappelle parce que je m'interdis beaucoup de choses, mais un point intéressant aussi, c'est un peu dans la même veine que proposer son travail en IRL, mais là c'est pour le podcast. Chose que je ne me suis encore jamais autorisée jusqu'ici, c'est de proposer un podcast à quelqu'un de connu. Ça, je m'en suis vraiment rendu compte parce que j'ai un pote à Lyon qui a lancé un podcast il y a peu, qui fait du super job. Je vous dirai pas qui c'est là parce que c'est un peu gênant dans ce contexte, mais je vous en ai déjà parlé de son podcast et c'est un mec par ailleurs adorable et je trouve son concept génial. Son podcast, c'est un podcast d'interview et il a lancé ce podcast il y a vraiment pas très longtemps. Et avant même qu'il soit lancé, il avait proposé des interviews à plein de restages, plein de gens voilà qui sont famous, alors que lui n'avait aucune audience à ce moment-là parce que son podcast était à 0 abonnés au vu du fait qu'il était pas sorti. Voilà. Et ces gens-là ont dit oui. Voilà. Ces gens-là ont dit oui. Bon, je pense qu'il a eu des refus, mais il a eu aussi beaucoup de oui parce qu'aujourd'hui, il a sorti déjà une dizaine d'épisodes, je pense. Et chacun de ces épisodes, c'est quelqu'un d'assez connu, ou en tout cas qui pèse dans le game de quelque façon que ce soit. Et c'est trop bien, et je suis vraiment ravie pour lui, et c'est génial. Et ça lui apporte une certaine audience, en fait. Audience que je pense que vous l'avez vu au fil des épisodes, je n'ai pas. Alors que moi, j'ai quand même bientôt 40 épisodes, dinguerie, hein. Mais je crois que c'est peut-être le 40e celui-là, je sais pas quand il va sortir. Mais j'ai 40 épisodes, quoi. C'est une folie. Et j'ai moins de vues que lui sur mes podcasts. Parce que, aussi, le fait d'interviewer des gens famous, ça va te ramener de la visibilité, c'est sûr. Moi, c'est quelque chose que je me suis toujours interdite. Pourquoi ? Parce que je me dis,
que je ne suis pas légitime, au vu de ma visibilité, à proposer à des gens plus connus que moi une interview. Parce que quel intérêt d'aller faire une interview pour quelqu'un qui va te ramener 0 vue, par exemple. Et c'est des choses que voilà, je me dis tout le temps et que je me suis répétée tout le temps, alors que dans ma liste d'invités que j'aimerais avoir, il y a des personnes, par exemple, que j'ai connues à Saint-Denis, qui sont par exemple des rappeuses, mais incroyables. Il y a des autrices incroyables que j'adore, que j'aimerais interviewer. Il y a plein de gens de l'industrie quoi, que j'adore, qui sont engagés dans ce qu'elles font. Je dis elles parce que la plupart du temps c'est des meufs, mais qui sont engagés dans ce qu'elles font et dans ce qu'ils font et qui sont hyper inspirants et inspirantes et que je n'ai jamais démarché parce que j'ai peur. Et là je vous le dis parce que je vais commencer à le faire, ok. J'en ai marre de me mettre des barrières pour rien parce que déjà ça impacte de ouf ma visibilité, c'est dommage, je perds des opportunités encore une fois. Et en plus je suis légitime comme n'importe qui à inviter des gens sur mon podcast, qu'ils soient connus ou non, parce que en fait si des gens vont accepter d'enregistrer des podcasts avec des gens moins connus qu'eux, c'est aussi parce que le podcast c'est un format spécial où leur communauté peuvent apprendre encore plus en profondeur sur ces personnes-là. On peut prendre le temps d'aller parler de sujets beaucoup plus profonds que sur des interviews combinées de 3 minutes, etc., etc. Et je sais que je peux leur apporter ça. Alors pourquoi me mettre des barrières? Et voilà, juste parce que, encore une fois, j'ai peur de passer pour une grosse michto qui veut seulement les abonnés de la personne, etc. Alors que, sincèrement, c'est des gens que je suis depuis des années, de qui j'ai lu 3-4 livres, de qui j'écoute les sons tous les jours. Et voilà, juste parce que j'ai peur qu'on le prenne mal, qu'on se dise que je suis mal intentionnée, ou que je suis une michto, ou que je cherche l'opportunité, machin. En fait, quand bien même ça m'apporterait quelque chose et j'en serais heureuse, c'est quoi le problème, quoi? Il y a vraiment un problème que j'ai avec ça, de accepter que les gens peuvent m'apporter des trucs aussi. Enfin, je sais pas comment dire ça. Mais bon, bref, c'est ok en fait si j'interviewe des gens plus connus. C'est ok si ces gens-là me ramènent des vues et des abonnés. Et je pense pas que ça va les faire chier que ça m'apporte de la visibilité. Au contraire, si ce travail-là est fait avec sincérité, avec volonté de vouloir propager cette parole-là parce qu'elle m'inspire, je vois pas où est le problème. Mais ça, c'est ma partie consciente, et ma partie inconsciente, c'est encore no, 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 you can't do it. Ils vont te dire non, tu es illégitime, ne fais pas ça. Voici mes petits prochains objectifs. Cette année, on peut se promettre ensemble que je ferai une expo, on verra bien. Et surtout que je démarcherai qui je veux démarcher en IRL et que c'est ok, et que j'inviterai qui je veux inviter sur le podcast et que c'est ok. Et au pire, si vous voyez personne de Famous sur le podcast, vous direz juste que j'ai eu des noms, mais au moins j'ai essayé. Voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu, que cet épisode, ce morceau de vlog vous aura plu, et je vous retrouve dans un autre moment de vie. Voilà, à bientôt. Salut, salut. Aujourd'hui, on est le 17 octobre et c'était encore une semaine bien mouvementée. Le gros sujet de cette semaine, c'était la réception de ma régulation de l'électricité de cette année. Et vraiment, les prix ont tellement augmenté que même avec une même consommation, je dois beaucoup d'argent Enfin, pour moi, ça représente beaucoup d'argent à mon fournisseur d'électricité. Et je m'attendais pas du tout à recevoir cette nouvelle parce que j'avoue que j'ai pas été hyper alerte sur regarder mon appli, voir combien je consommais, etc. Donc j'ai pas consommé plus que les années d'avant. Par contre, j'ai pas regardé combien ça allait me coûter et j'ai pas augmenté en fait mes virements mensuels. Du coup, à la fin de l'année, ça fait beaucoup d'argent. Et là, je viens de recevoir cette semaine cette nouvelle qui m'a vraiment grave déprimée en vrai. Parce que j'ai commencé à être dans un bon mood où je me disais « Oh ok, ce mois-ci j'ai enfin atteint mon CA que je... je me disais en vrai, ouais, ce mois-ci j'ai enfin atteint le CA minimum qu'il me faut pour vivre. Peut-être que... Et puis je commence à avoir quand même des clients réguliers et tout, surtout, c'est ça que je veux dire. Voilà, je commençais à reprendre un peu confiance en moi, vous voyez. Et c'est fou de voir à quel point,
dans ces cas-là, t'es fragile. Et dans ces cas-là, ta confiance en toi peut redescendre hyper vite. Je sais pas comment vous vivez ça. Moi, ça m'a mis un gros coup au moral parce que je me suis dit, déjà, j'ai pas géré. C'est quelque chose que j'aurais pu vérifier avant et que j'aurais pu voir depuis 1 an. Et j'ai pas du tout été alerte là-dessus. Et en même temps, j'ai vraiment l'impression de me donner à fond et d'essayer de tout faire bien à fond tout le temps. Mais il y a toujours des endroits qui pêchent. Par exemple, je vais essayer d'être rigoureuse sur mon travail avec mes clients, etc. Et du coup, de leur répondre assez rapidement, j'espère, d'être assez claire avec eux. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. Par contre, à côté, si je fais ça hyper bien, j'aurai plus aucune énergie pour répondre à mes potes. Je vais me mettre à fond sur ma boîte, je vais tout mettre mon énergie dedans, mais du coup, à côté, j'aurai plus le temps de prendre soin de moi. Je vais enfin me mettre au sport parce que je me dis c'est un truc qu'il faut que je fasse, il faut que je prenne soin de moi, c'est trop cool. Mais à côté, j'aurai plus le temps de voir mes potes. Je vais être à fond à essayer de me faire du bien et tout, mais du coup, j'aurai moins de temps pour ma boîte. Et nanana. Et en fait, j'ai l'impression que dans ces cas-là, juste ta vie, elle est tellement trop remplie. Et je sais que ma vie est trop remplie. J'en ai vraiment conscience. Et je suis dans le surmenage constant, même si par rapport au début de l'année, ce qui change, c'est que vraiment je prends soin de moi. Donc c'est aussi des choses qui me demandent de l'énergie de prendre soin de moi parce que je vais me motiver à faire à manger, je vais me motiver à aller faire du sport, je vais me motiver à aller sortir voir mes potes alors que je suis éclatée et tout. Mais quand même, j'ai des temps maintenant quand même beaucoup plus pour moi et c'est hyper important. Par contre, j'ai aucun temps où je me pose maintenant. Je suis tout le temps en train de faire un truc. Voilà. Tout ça, ça fait que t'es dans une sorte d'engrenage, tu vois, constant. Et pour en revenir à l'électricité, ça fout les boules quand t'as l'impression de mettre toute ton énergie dans toute ta vie à tout faire bien, d'essayer en tout cas, qu'il y ait quelque chose que t'aies autant mal fait. J'ai eu l'impression d'être un enfant qui avait failli à une tâche hyper simple et que j'étais pas prête à être une adulte parce que quand même gérer son électricité c'est quand même pas hyper compliqué quoi. Et c'est des trucs par exemple je pense pour quelqu'un qui est extérieur en fait pourrait se dire ah bah vas-y elle est trop con, elle a même pas vérifié ça, c'est quand même la base quoi, c'est pas hyper compliqué à faire. Ah oui mais comment tu veux gérer une boîte si tu sais même pas, je sais pas, changer ta carte vitale ou j'en sais rien. Bon, moi c'est surtout mes mauvaises voix dans ma tête qui me disent ça, mais j'ai l'impression du coup que c'est ce que les gens pourraient penser de moi. Et je me culpabilise de ouf en me disant, mais en fait, je suis incapable, je sais même pas m'occuper de moi, je suis même pas une adulte en fait, je suis nulle, enfin je me suis vraiment sentie nulle face à cette nouvelle. Après coup, quand j'ai été plus indulgente envers moi-même, ça m'a duré bien 2 jours, et quand j'ai été plus indulgente envers moi-même, je me suis dit, mais en fait, c'est tellement crevant de te lancer dans tes projets, de te lancer dans ta boîte, t'as déjà tellement de papiers en plus à faire tout le temps, de choses à gérer, de déclarations à faire, voilà, toute ta vie est une charge mentale, que les charges mentales autour, elles sont fous. Des fois, t'as plus l'énergie en fait. Et mes boîtes mail, j'ai l'impression que je passe ma vie sur mes messages et mes mails. C'est tellement rempli tout le temps que bah non, en fait, si je reçois... en plus, souvent, ils t'en envoient 150 des mails, tu vois. Donc si je reçois un énième mail de NJ, entre 5 promotions, je vais pas prendre le temps de lire et de trier. Et c'est pas bien. Il va falloir que je fasse gaffe parce que j'ai plus envie que ça se... C'est bon, ça m'a suffi une fois, j'ai plus envie que ça se passe. Mais ouais, force franchement à vous parce que je sais pas si vous êtes dans la même situation, mais si ça peut vous déculpabiliser, il y a tous des endroits où on est nulos, tous des endroits où on fait mal. En même temps, notre vie est tellement remplie. Enfin, j'ai l'impression que se lancer dans son projet artistique, c'est soit t'es riche, donc c'est ok, c'est facile à faire, tu peux le faire que sous forme de passion et faire vraiment ce qui te fait kiffer, sans charge mentale extrême, quoi, et c'est pas grave si ça marche pas de ouf. Mais à partir du moment où t'es pas riche, où t'arrives plutôt, si t'es dans la classe moyenne ou populaire, mais souvent c'est plus les gens de la classe moyenne malheureusement qui avancent dans leur entreprise parce que quand t'es de classe populaire, tu peux pas te permettre de pas avoir salaire pendant 3 ans, quoi. Mais tu vois, quand t'es pas riche, que t'as tout le temps une pression dans la tête de te dire putain, la thune, il faut que ça rentre, il faut que je fasse mes clients, il faut en même temps, en plus quand t'es militant, que
bah, je sais pas, t'as une conscience sociale et du coup tu veux mettre tes luttes en avant, mais du coup ça te prend 10 fois plus d'énergie aussi. Bah c'est dur de tenir tout ça, hein. J'ai l'impression que je me répète tout le temps et que je dis toujours la même chose, mais ouais, c'est beaucoup quoi. C'est vraiment beaucoup. Et tu vois, mes potes, ils sont toujours en train de me dire, et ils ont raison, hein, mais oui, mais Louise, il faut que tu dormes plus. Oui, mais Louise, il faut que tu prennes du temps pour toi. Oui, mais Louise, il faut que tu te reposes. Il faut que tu... Moi, je suis bien d'accord avec eux. Et j'aimerais beaucoup ça. Mais en même temps, si je suis pas dans une production pour ma com, pour mes clients, pour mes différents projets tout le temps, je n'en vis pas. Parce que déjà là, avec ce rythme-là, j'en vivote. Genre, j'en vis à peine. Donc, en fait, c'est parce qu'on est dans un monde capitaliste et parce qu'on est dans un métier précaire, en tout cas, pas forcément dans une vie précaire. Moi, je m'estime pas précaire parce que j'ai la chance d'avoir des parents qui m'aident, etc. Bon, je vous l'ai déjà dit 50 fois. Mais quand t'es dans un métier précarisé, tu peux pas te permettre de t'arrêter, en fait. Et si, il faut. Et c'est ce que je vous répète aussi, et c'est un peu le discours, c'est un peu le paradoxe dans mon discours, et j'en ai conscience, mais il faut s'arrêter quand même, il faut prendre des pauses, il faut se forcer sur le chemin à prendre du temps pour soi. Mais des fois, c'est dur de se dire ça, parce qu'à côté de ça, t'as une culpabilisation constante et totale, et du coup, t'as même pas l'impression de vraiment te reposer. Parce que pour se reposer, il faut plus de temps qu'un jour par semaine, en vrai. Là, je m'en rends bien compte. Et voilà, enfin, moi, ça m'a un peu saoulée, parce que après mon année compliquée, je me suis dit, bon, là, je repars du bon pied, et j'essaye de faire en sorte que cette rentrée soit belle et heureuse. C'est là que je me rends compte que tout ça, c'est un écosystème quand même hyper fragile, et que juste une facture en trop qui arrive à laquelle tu t'attendais pas te rappelle à quel point t'es fragile, tu vois. Et ça m'a mis un coup cette semaine, voilà, c'était pas agréable. Surtout que je suis allée voir juste le soir même la mif de mon mec. Et, euh, et je sais pas, c'est bête, mais tu te sens pas confiant, même s'ils sont... Alors c'est des gens adorables, j'ai de la chance. Tu te sens pas confiant, tu sais, tu te sens pas fier de toi, tu sais pas trop quoi raconter, t'as pas envie de raconter, bon bah là, je viens de perdre tant de centaines d'euros parce que j'ai pas vérifié mon électricité cette année, et je suis toujours avec des parents qui m'aident, et je suis un peu, je vis pas totalement de ce que je fais, ça fait pas hyper sérieux, tu vois, t'es pas fier de toi. Et je pense que c'est ça qui est dur dans ce métier, pour le coup, encore plus si on subit des discriminations intersectionnelles, mais pour tout le monde aussi. Juste, on vit dans des métiers où on a très peu de reconnaissance. Euh, Ça, j'en parlais avec une pote, mais la plupart de mes potes sont dans des métiers institutionnels. Je sais pas comment on dit ça, institutionnels. Mais ils ont des métiers où ils ont un salaire fixe, ils sont en salariat, ils sont dans des structures qui les accompagnent, etc. Et alors, vraiment apprendre avec des pincettes, c'est pas en mode l'entrepreneuriat c'est dur, le salariat c'est facile, c'est pas du tout ça que je dis. Mais c'est vrai que c'est aussi ce qui est important et valorisant là-dedans, c'est que quoi qu'il se passe, à la fin du mois t'as un salaire. Quoi qu'il se passe, à la fin du mois t'es payé, et donc ta paye montre que t'es reconnu pour ce que tu fais. Là, je parle de potes quand même qui ont fait pas mal d'études et qui sont dans des bons boulots, quoi. Enfin, tout ça, encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes, parce qu'il y a encore trop de gens en France qui sont très sous-payés pour leur travail, et vraiment notamment aussi en salariat. Enfin voilà, c'est pas ça que je dis là. Mais mes potes ont plutôt des bons postes, on va dire. Et du coup, ils ont un salaire à la hauteur de leur travail à la fin du mois, tous les mois. Ils ont aussi des supérieurs, ils ont de la chance, qui sont plutôt chouettes et qui leur disent que c'est chouette ce qu'ils font. Ils ont des collègues aussi avec qui ils mangent tous les midis, et qu'ils voient tous les jours, avec qui ils peuvent parler du coup de leurs problématiques. Et c'est pas un privilège pour moi, ça devrait être pareil pour tout le monde. Enfin voilà, ça devrait être juste un... Pour moi, c'est pas pour moi, ça devrait pas être un privilège, et ça devrait juste être normal. Le truc, c'est pas de dire « Oh, ils ont trop de chance, il faudrait qu'ils aient moins ». C'est plus... c'est là où tu te rends compte que c'est dur quand t'es dans un métier artistique, parce qu'en vrai, t'es solo de ouf, souvent. Tu gagnes vraiment rien, vraiment, vraiment rien. Et le mois, peut-être, où t'as fait ton chiffre d'affaires, où t'es content, en fait, t'as aucune...
Enfin, t'es pas du tout sûr que le mois d'après, tu vas le refaire, ton chiffre d'affaires. Ça se trouve, tu vas gagner même 0 €. Enfin, c'est hyper compliqué pour le moral. Et du coup, c'est pas valorisant. Et en plus, t'es mis en concurrence avec plein de gens. Et la reconnaissance des employeurs est parfois moindre. Parce qu'on va te mettre en concurrence, parce qu'on va te comparer, parce que si, parce que ça. Et c'est pas toujours le cas, hein. Il y a des gens qui sont adorables, heureusement, mais voilà, en plus, t'es souvent solo, encore une fois, et du coup, quand tu reçois ta facture, t'as personne avec qui en parler, tu vois. Et voilà, tout ça pour dire que franchement, si c'est votre cas, que vous vivez ce genre de choses, je voulais vous partager ça parce que ça m'a rappelé à quel point on est dans un équilibre hyper compliqué, quoi. Et encore, moi, je pense que je vis ça avec mes privilèges et tout, et que, en fait, il y a plein de gens qui vivent ça au quotidien et qui n'ont pas choisi les métiers dans lesquels ils travaillent. Et je me rends vraiment compte, voilà, de la place que j'occupe, je pense. Mais même dans cette position-là, c'est des choses qui me prennent toute mon énergie et toute ma tête. Et en plus, quand on est une femme aussi, je pense, c'est très dur d'avoir confiance en soi, dans son travail. Donc je pense que c'est très dur dans ce milieu d'avoir confiance en soi. Et d'avoir confiance en soi auprès de sa famille, par exemple, auprès de ses amis, parce que tu dois leur montrer, leur prouver tout le temps que ce que tu fais, ça va marcher, que tu vas tenir ton bateau et que ça va marcher, quoi, ce que ton entreprise, et que t'es pas juste fou à vouloir espérer des choses dans un marché hyper compliqué, mais que tu peux t'en sortir et que t'es quelqu'un de sérieux, etc. Et d'autant plus si, par exemple, t'es une femme et que t'es pas été socialisée pour avoir confiance en toi et pour tenir tes arguments auprès des gens, quoi. Voilà, moi je me rends vraiment compte de l'impact que ça a sur moi et sur ma vision de moi-même et sur tout ça. Et je crois que c'est Mona Chollet qui en a parlé dans Encore Heureux il y a pas très longtemps, le podcast. À partir du moment où elle s'est mise à temps plein en fait sur son projet, elle a été beaucoup plus dure envers elle-même, parce qu'elle est confrontée que à elle très souvent, du coup, toute la journée, et que c'est là où elle s'est encore plus rendue compte de son tempérament, en fait, de ses comportements, de ses réflexes de comportement et tout. Et que ses comportements réflexes, c'était d'avoir des pensées hyper culpabilisantes et mauvaises envers elle-même, et du coup, elle a une vision féministe là-dessus, qu'elle explique dans le podcast, que je trouvais hyper intéressant. C'est aussi des choix que j'ai faits, hein, de me mettre au podcast, de me mettre au collectif, en plus de ma boîte. Mais c'est vrai que parfois, j'aimerais ralentir un peu tout et prendre plus soin de moi. J'ai juste envie de profiter de mes potes, j'ai juste envie de profiter de l'amour, de la fête. Et c'est important de vivre pour tout ça, quoi. En fait, l'important, c'est de vivre et d'être heureux. Et des fois, j'ai l'impression que dans la lutte, on oublie un peu ça aussi. Et qu'il faut qu'on se laisse un peu de temps aussi pour vivre et être heureux. Voilà. Bon, vivez bien et soyez bien heureux cette semaine. Moi, je reviens bientôt. Bonjour. Alors, on est le 31 octobre. Et je reviens vers vous avec quelques nouvelles qui se sont passées ces derniers temps. Ça va être un peu des infos en bref parce que il s'est passé plein de trucs, donc voilà. Mais c'est plein de sujets que je voulais aborder avec vous et je suis contente de ce format parce que c'est peut-être des choses dont je vous aurais pas parlé si ce format n'existait pas. Donc en fait, ça me redonne envie de faire des vlogs. On va voir ce que ça donne, mais voilà. Et je vais commencer par l'afterwork. Qui s'est passé à Collision. Donc en gros, Johanna, que vous avez déjà entendu au micro de ce podcast, a organisé un afterwork à Collision, qui est un ensemble de studios d'artistes / petits lieux d'événementiel, pour faire se rencontrer des artistes, du coup, pitcher notre projet, etc. Et j'adore ce genre d'événement parce que tu rencontres des gens que tu n'aurais pas rencontrés sinon. Et ça s'est hyper bien passé, c'était vraiment très chouette. Et j'ai adoré ce moment, donc merci à Johanna pour cet événement. Et comme on l'avait dit dans l'épisode qu'on a enregistré ensemble, n'hésitez pas à aller lui suivre sur son Instagram parce qu'elle propose
souvent ce genre d'événement sur Lyon du coup. Désolée pour les autres, c'est lyonnais ça. Mais bref, si je vous en parle, c'est aussi parce que ce soir-là, il y a une personne qui m'a dit des choses adorables sur le podcast et notamment que elle avait créé son entreprise grâce à mon podcast. Et je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est le genre de mot qui peut me toucher. Enfin, ça m'a vraiment choquée qu'elle me dise ça. Et par la suite, j'ai eu aussi des retours en story où vous avez partagé le fait que vous travaillez avec le podcast en fond. J'ai eu des petits commentaires. J'ai quelqu'un aussi qui a partagé un commentaire. J'ai quelqu'un aussi sur Thread qui a partagé mon podcast et qui a dit un truc adorable, genre waouh, cet épisode est hyper travaillé. Il parlait de l'épisode sur la culture et qui disait que cet épisode était hyper riche en infos, que c'était vraiment du bon travail et que le podcast était génial, je sais pas quoi. Enfin, vraiment, c'est tellement précieux et ça me touche tellement que, je sais pas, voilà, je voulais juste vous dire merci parce que c'est exactement le genre de retour dont j'ai besoin pour me motiver et pour continuer, quoi. Parce que c'est vrai que quand on passe autant de temps sur un projet, moi, le podcast, je vous l'avais dit, ça me prend genre 1 journée et demie à 2 jours par semaine. Donc, c'est énorme. Et bah, c'est hyper précieux, du coup, d'avoir ces retours-là. Et de savoir que ça sert à quelque chose. Parce que, comme je vous l'ai dit, le podcast, c'est pas le truc qui, pour l'instant, a la plus grosse visibilité. Je travaille là-dessus activement. Mais voilà, c'est lent, c'est long. Et quand on n'a pas une grosse communauté à la base, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Et voilà, c'est vos commentaires et vos retours qui me font tenir. Donc je tenais encore à vous dire merci. Merci à cette personne qui est venue me voir à Collision pour me dire ça. Merci pour vos commentaires, pour vos partages. Vraiment, c'est trop important pour moi. Donc merci à vous. Et pour la visibilité d'ailleurs, j'ai fait un truc auquel je n'avais pas pensé du tout avant. Mais je me suis dit que c'était très bête. Vous savez, le podcast, il est aussi diffusé sur YouTube. Et en fait, sur YouTube, il y a les shorts. Et j'avais jamais pensé à mettre mes réels dessus. Donc les extraits que je mets sur Instagram et sur TikTok. Et au final, du coup, j'ai commencé à mettre mes extraits dessus, sur YouTube. Et en fait, ça marche de ouf. Les extraits, ils sont beaucoup vus. Le seul truc, c'est que ça fausse complètement mes stats, du coup, parce que ils comptent les shorts dans les vues vidéo. Et du coup, si je veux voir mon nombre de vues par mois, bah du coup, c'est complètement faussé. Mais parce qu'ils comptent les threads dedans. Ils comptent les shorts dedans. Du coup, bah voilà, je ne sais plus quoi faire de mes statistiques, j'y vois plus trop clair. Mais en tout cas, ça marche bien et ça me ramène un peu de monde. Donc voilà, ça m'a redonné la pêche aussi. N'hésitez pas si jamais vous avez une chaîne YouTube à mettre des shorts parce que du coup, vous pouvez clairement, par exemple, mes extraits, si j'ai l'extrait de l'épisode 18, on va dire, bah, je peux le rattacher à la vidéo 18 et du coup, YouTube, si tu regardes le short, il va te suggérer direct le lien de la vidéo. Enfin, je vois que ça fonctionne bien, quoi, et du coup, ça fait plaisir. Voilà, petit point positif. Ensuite, prochain sujet qui n'a rien à voir. On a organisé une table ronde avec les copains. Je suis trop contente parce que c'est un projet qu'on travaille depuis hyper longtemps. En gros, le Copen, c'est le collectif que j'ai cofondé avec 6 autres personnes. Il y a un épisode qui est sorti il y a très peu de temps d'ailleurs sur le sujet, donc n'hésitez pas à aller voir celui-là si vous connaissez pas les Copen. Mais ça fait hyper longtemps qu'on voulait beaucoup plus politiser nos événements parce que, enfin, nos événements de fait sont politiques, mais on voulait parler de sujets de conditions de travail dans la culture dans nos événements. Et du coup, on s'est dit qu'on allait commencer à faire des tables rondes. Et pour la première, on a invité 4 syndicats de la culture pour venir parler et répondre aux questions du public sur ce sujet-là. J'étais en même temps hyper contente et un peu frustrée, je vous avoue, parce que on était trop contents de le faire. Enfin voilà, comme je vous ai dit, c'est un projet qu'on travaille depuis longtemps. Je pense que c'est un sujet qui est hyper important. Nous, on voyait beaucoup de gens qui depuis longtemps sur internet parlaient de ah oui, mais les syndicats, on les connaît pas dans la culture. Moi, je connais énormément d'artistes qui sont hyper politisés autour de moi, mais qui sont pas du tout syndiqués. Et on se disait, mais il est où le problème en fait? Pourquoi les gens ne se syndiquent pas? Et je pense qu'il y a plein de raisons à ça, mais c'est vraiment un problème parce que dans la culture, on fait partie des domaines où il y a le moins de protection pour les travailleuses, il y a le moins de droits et le moins de respect en fait du droit justement. Pour ces derniers, on a des statuts vraiment hyper précaires.
Et pour autant, on est très peu à être syndiqués et avoir du coup une structure qui peut nous défendre dans ces cas-là. Voilà pourquoi pour nous c'était primordial de montrer aux gens que ça existe en fait les syndicats, parce que à mon avis, une des grosses raisons c'est juste qu'on ne les croise pas sur nos lieux de travail, les syndicats. Mais ça, je vous en ai déjà parlé dans l'épisode sur Sauvons la culture, donc je vous invite à aller écouter celui-là. Et la table ronde s'est très bien passée. Mais il y a plusieurs choses qui m'ont rendu un peu triste, je pense. C'est que, bon, déjà c'était notre première table ronde avec Maëva, avec qui on a co-animé la table ronde. Et je pense que du coup on n'était pas du tout formés à ça, et du coup on était assez frustrés de notre gestion des temps de parole, etc. Enfin, c'est des choses qu'on va par la suite mieux travailler. Mais voilà, je pense que c'est normal, mais on était un peu frustrés de ne pas avoir réussi à mieux gérer l'animation. Mais bon, pour une première, en vrai, on s'en est quand même hyper bien sorti, on est contente, mais voilà, c'est toujours des trucs où on se dit « Ah, mais individuel, enfin, ah, mais on sait qu'on peut faire mieux et tout, mais tant mieux, c'est-à-dire que pour les prochaines fois, on saura quoi faire, parce que là, on a appris plein de trucs. » J'ai été aussi assez frustrée, j'avoue, de voir que les syndicats sont quand même pas mal à la ramasse sur plein de questions. Il y avait très peu d'actions qui ont été proposées, d'actions concrètes. Il y avait très peu de choses qui pouvaient parler directement en fait aux artistes. C'était beaucoup de la théorie, c'était beaucoup du ah voilà l'histoire de notre syndicat, voilà contre quoi on se bat. Mais en fait concrètement, comment vous faites pour vous battre pour ça? Il y avait beaucoup moins de réponses. Il y a beaucoup de syndicats qui sont hyper naissants aussi. Il y a beaucoup de syndicats à Lyon qui ont aussi des structures hyper précaires, enfin, qui sont très petits. En fait, j'ai pas envie de critiquer les gens qui sont dans les syndicats parce que, à mon avis, c'est quand même clairement des camarades et c'est clairement des gens incroyables qui se battent pour le droit de tout le monde et tout. Mais il y a tellement de sujets qui sont peu abordés, pas assez abordés, des façons de faire qui sont vraiment à l'ancienne et qui du coup font un frein aussi pour les nouvelles personnes pour y entrer. Les syndicats aussi sont hyper blancs. C'est très blanc, c'est très masculin et c'est très ouais, bobo. Et aussi il manque clairement d'une vision sur les nouveaux métiers parce que dans les syndicats, il y a beaucoup de représentation des intermittents, des artistes-auteurs. Mais aujourd'hui, il y a énormément de gens dans la culture qui sont poussés à créer des auto-entreprises, comme moi par exemple. Et il n'y a aucune protection pour les auto-entrepreneurs dans les syndicats aujourd'hui. Donc on les a bien fait chier déjà en amont et tout, parce que moi j'ai beaucoup parlé avec eux, même avant, après. Donc c'est des questions qui vont prendre en compte plus, et c'est pas juste grâce à nous, hein. Plein de gens les font chier sur ces questions-là, et ont bien raison. Après, pour le coup, il faut dire que les 4 intervenants qu'on avait, on a beaucoup parlé avec eux avant, et on va beaucoup encore parler avec eux et rester en contact. C'est des gens qui sont grave prêts à se remettre en question quand même. Il faut pas oublier ça. C'est juste que c'est très frustrant pour nous de voir que voilà, on a un collectif, on est 6 et on essaye de faire bouger un peu les choses. Et qu'il y a plein de collectifs comme ça qui existent et que pour autant, il n'y a aucun pont entre collectifs avec les syndicats, avec les lieux, etc. Et moi, perso, en tout cas, j'ai vraiment envie de beaucoup plus de ponts et de beaucoup plus de liens entre orgas. Alors, il y a plein de trucs qui existent déjà, hein. Il ne faut pas dire qu'on réinvente la roue. C'est juste que je pense qu'on manque beaucoup de solidarité entre orgas, justement. Et j'aimerais trop qu'on fasse des AG, par exemple, avec plein de lieux, plein d'assos, plein de collectifs et plein de syndicats, qu'on se retrouve, en fait. Et qu'on discute ensemble des luttes possibles, des actions possibles pour la suite dans la culture. Enfin, je veux dire, je pense que cette année, c'est peut-être l'année la plus décisive qu'il y a eu depuis longtemps avec la montée de l'extrême droite et tout. Donc voilà, enfin, c'est des questions qui, d'après moi, sont vraiment nécessaires et qu'on voit toujours trop peu dans les partis, dans les syndicats. Enfin, qu'on n'est pas du tout représenté dans la lutte, quoi. Je suis assez vénère de tout ça et assez fatiguée aussi, je pense. Après, encore une fois, moi, ce que je vous dis, c'est pas en mode waouh, j'ai la bonne solution. Et moi, je pense que, enfin, en fait, c'est facile de critiquer d'autres militants, mais il y a plein de trucs que les syndicats font qu'on voit pas. Par exemple, il y a plein, je sais, de réunions syndicats avec les mairies, avec les métropoles, etc., pour se battre pour les droits locaux des gens. Enfin, il y a plein de choses qui se passent en background qu'on voit pas, et ça, il faut pas l'oublier. Donc voilà, moi, c'est pas une critique des syndicats que je fais en mode sur de la merde, n'y allez pas. Au contraire, je pense qu'il faut qu'on travaille de plus en plus avec eux et qu'on se lie. Et parce que je pense qu'ils ont énormément à nous apprendre, énormément à nous aider aussi.
et inversement qu'on a beaucoup à leur apprendre dans la nouvelle génération et avec des luttes plus intersectionnelles et avec plein de questions qui, je pense, ne sont pas du tout assez abordées dans les syndicats parce qu'ils sont assez vieux, quoi. et, et voilà, donc je pense qu'il y a vraiment plein de choses à faire. Et encore une fois, par exemple, les intervenants qu'on a eus, c'est les premiers à dire que il faut remettre en question les choses établies et qui sont chauds de parler de tout ça avec nous. Donc voilà, je pense qu'il y avait beaucoup de frustration, mais aussi plein de bonnes choses à venir et qu'il faut pas écarter l'un et l'autre. Je pense qu'il faut pas être trop positif, genre il n'y a pas de problème, c'est que des camarades et il n'y a aucun souci, il faut pas les remettre en question. Mais par contre, il faut pas être non plus trop pessimiste à dire juste les syndicats c'est de la merde et il faut pas y aller. Au contraire, je pense qu'il faut y aller, il faut qu'on discute ensemble, il faut qu'on crée ensemble. Des fois c'est dur parce qu'on peut être frustré militant. On peut être frustré sur la partie militante parce qu'il y a des gros désaccords qui sont hyper importants à démarquer et à montrer. Mais je pense qu'il ne faut pas perdre le dialogue quand même parce que c'est plus important que jamais qu'on soit alliés et qu'on travaille tous ensemble. Donc voilà, c'était mon petit retour là-dessus. Et aussi, il faut que nous-mêmes, on se remette en question tout le temps. Enfin voilà, encore une fois, moi quand je dis que je ne suis pas d'accord avec certains trucs, moi, il y a plein de choses que j'apprends aussi, il y a plein de choses sur lesquelles je me remets en question. Et je participe d'ailleurs des fois à des groupes de travail qui me font me remettre grave en question sur plein d'autres questions sur lesquelles je ne suis pas concernée, par exemple, etc. Donc voilà, je pense que le principal, c'est de continuer à maintenir un dialogue et continuer à travailler sur soi, sans pour autant dire que tout est tout beau, tout rose, ou non plus tout sombre et mauvais, quoi. Bon, voilà, je sais pas si je suis claire, mais il y avait plein de mauvaises choses, plein de belles choses, mais je garde espoir pour la suite parce que de toute façon, ça sert à rien de ne pas avoir espoir. Et si jamais vous voulez écouter la table ronde, il y a Alexandre Sève des Copen, merci à lui, qui a fait une captation de la table ronde et normalement elle devra sortir sur YouTube, donc on vous tient au courant là-dessus, mais on trouvait ça important d'avoir un après parce que pareil, des fois, tu mets beaucoup d'énergie sur un événement. Malheureusement, on a réussi à remplir la salle qu'à moitié. Donc pareil, ça, c'est plein de remises en question. On se demande qu'est-ce qui a pêché, pourquoi on n'a pas rempli la salle, etc. Mais le fait que la captation soit là, ça permet que tous ces efforts-là qu'on a mis sur une soirée, ils puissent être soutenus sur un peu plus de temps et servir un peu plus. Par exemple, c'est Elsa Rakoto, la peintre que j'avais reçue sur le podcast, qui m'avait dit, tu vois, si tu m'avais invitée par exemple à une conférence, je serais peut-être pas venue parce que ça me demande beaucoup d'énergie et c'est qu'une fois, alors que le podcast, ça permet à ce que ça soit, ça tient dans le temps et ça reste. Et du coup, c'est mieux de mettre son énergie parfois dans des trucs qui peuvent rester aussi. Et c'est vrai que pour moi, c'est hyper important les événements physiques et je suis très contente qu'on ait fait la table ronde. Mais je suis très contente aussi qu'elle puisse vivre peut-être sur Internet ensuite parce que cet effort-là qu'on a mis ce jour-là, il peut être pérenne et servir à d'autres gens, d'autant plus que c'est des questions qui sont souvent abordées et peu répondues. Donc c'est chouette. Un peu comme la table ronde du front électronique. Moi, je suis fan du front électronique. Allez voir le front électronique, j'en parle souvent, mais leur table ronde, je la trouvais géniale et je suis trop contente de pouvoir la partager avec des potes souvent, alors que ça fait déjà 6 mois peut-être qu'elle est sortie, un truc comme ça. Donc voilà, pour ce sujet-là. Sujet suivant, je voulais aussi vous parler, et je pense que vous l'avez vu passer hier, c'était un passage assez éclair, mais je trouvais ça hyper intéressant comme question, de la proposition de loi d'une députée sur réduire la micro-entreprise à 2 ans. Ça a fait vraiment le gros bulle chez les artistes et ça a vraiment paniqué tout le monde. Mais je trouvais que c'était un exemple hyper parlant de ce qui se passait en ce moment, dans le sens où, je sais pas du coup si vous avez vu passer la proposition de loi, mais c'est une proposition de loi qui visait justement à dire que les micro-entreprises, au bout de 2 ans, devront passer en entreprise, payer de la TVA, etc. parce que ça crée une concurrence déloyale, je sais pas quoi. Mais du coup, ça mettait en PLS plein d'artistes parce que on est beaucoup à être en micro maintenant parce qu'on n'a pas le choix. Et nous faire passer en entreprise, ce serait mortifère pour beaucoup d'entre nous. Mais je trouvais que c'était un point intéressant à relever parce que ça montre bien pour moi la précarité dans laquelle on est tombé, dans le sens où, en fait, à la base, l'auto-entreprise, c'est pas
statut qu'on devrait défendre parce que c'est un statut qui n'a aucune protection sociale derrière. On n'a pas le droit au congé maladie, au congé payé, on n'a pas le droit au chômage, on n'a pas le droit à plein de choses. On est très peu protégé. Niveau retraite, c'est vraiment le pire statut aussi. Et il y aurait plein d'autres choses à dire, mais on en vient à devoir essayer de sauver ce statut-là parce qu'on n'a plus rien d'autre. En fait, moi, j'ai le sentiment que l'État a tellement enlevé des thunes de la culture que ces dernières années, c'est l'État qui nous a poussé à nous mettre en micro. Parce que déjà, c'est un statut qui a été hyper loué par les politiques macronistes, etc. Et en plus, l'État a enlevé tellement de sous aux salles, aux organisations, etc., que les salles embauchent de moins en moins, prennent de plus en plus de bénévoles. Et aussi, quand elles payent des gens, les payent de moins en moins en cachet, parce qu'un cachet d'intermittence, ça coûte plus cher qu'une potentielle facture sous-payée. Et c'est pas forcément que de leur faute, hein, c'est aussi qu'ils n'ont pas les thunes, nos employeurs. Donc c'est ça qui est intéressant dans la culture, c'est que des fois on se bat contre nos patrons, des fois on se bat avec nos patrons. Mais voilà, la culture est tellement précarisée en ce moment que on est poussé à être en auto-entreprise parce que soit il y a l'intermittence, mais on nous prend plus en cash d'intermittent parce qu'il n'y a plus les sous, soit on pourrait se mettre en artiste-auteur, mais perso, par exemple, mes prestations, il y a au moins la moitié de mes prestations que je pourrais plus faire si je suis artiste-auteur, parce que le statut juste ne recouvre pas le type de prestation que je fais, donc ce serait pas possible pour moi non plus. Et la seule chose qui me reste, c'est de me mettre en micro pour l'instant. Parce que sinon, vous me direz, tu pourrais le faire une société, mais une société au niveau des impôts, c'est pas du tout les mêmes taux et c'est beaucoup plus haut. Et en plus, il faut faire payer la TVA à tes clients, etc., etc. C'est des questions, on parle beaucoup ectomorphes. Donc je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube qui est hyper intéressante sur le sujet. Donc on n'a pas trop le choix, quoi. On se retrouve en auto-entreprise et là, la proposition de loi, c'était en gros, vous n'aurez plus le droit d'être en auto-entreprise, quoi. Parce que c'est de la concurrence déloyale, etc. Et je pense que c'est ça qui a paniqué tout le monde, c'est que maintenant, on en vient à devoir essayer de sauver le pire statut, parce qu'on n'a plus le choix d'être sous ce pire statut, parce qu'il ne nous reste que ça. Alors que dans un point de vue anticapitaliste, par exemple, l'auto-entreprise, on ne voudrait pas la défendre. Mais là, on est forcé de la défendre. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais les artistes-auteurs aujourd'hui aussi d'ailleurs ont des statuts hyper précarisés. Il y a une loi sur les artistes-auteurs qui devait passer l'année dernière, enfin en début d'année plutôt, et qui a finalement pas été discutée à l'Assemblée parce qu'il y a eu la dissolution à peu près au même moment. Je crois que c'était ça l'excuse. Mais voilà, les artistes-auteurs ont très peu de droits, les auto-entreprises encore moins. L'intermittence, c'est pareil, hein, il y a encore énormément de problèmes aujourd'hui et on arrive de moins en moins à atteindre l'intermittence. Enfin, c'est quand même hyper critique des choses. Et pour moi, c'était révélateur hier, la proposition de loi. Alors d'ailleurs, elle a été supprimée dans la journée. Enfin, dans tous les cas, c'était la proposition de loi que d'une députée. Et en plus, elle a été directement supprimée. Mais voilà, je trouve ça hyper intéressant que ça se soit passé. Et d'ailleurs, pour reparler des problématiques liées au syndicat, je sais pas si vous l'avez vu passer du coup, parce que ça a vraiment tourné dans toutes les stories de tout le monde, il y a une pétition qui est née de ça. La pétition, elle venait d'un syndicat des auto-entrepreneurs, qui pour moi n'est pas forcément un syndicat hyper défendable, justement parce que défendre les auto-entreprises de cette façon, c'est aussi rentrer dans un truc de Startup Nation, etc. Je connais pas hyper bien ce syndicat-là, donc j'ai pas envie de parler sur eux, mais d'après moi, le langage qui était utilisé d'ailleurs dans cette pétition-là, c'était très Startup Nation. Oui, il faut qu'on puisse continuer à entreprendre, etc. Enfin, je trouve ça m'a un peu fait lever les yeux au ciel, quoi. Alors que moi, j'étais un peu en mode, ils sont où les syndicats de la culture là ? Enfin, quand même, ça passe dans toutes les stories de tous les artistes de France. Enfin, moi, tous les gens que je suis, c'est beaucoup des artistes. Je l'ai vu passer dans toutes les stories de tout le monde, ça a fait paniquer tout le monde. J'ai pas vu un mot des syndicats là-dessus, quoi. Des syndicats de la culture. Et c'est là où je vois le problème. C'est là où je me dis, il y a un manquement. Pourquoi on est représenté par le syndicat des auto-entrepreneurs ? Enfin, on devrait être représenté par le syndicat de la culture. Je sais pas si vous voyez la différence, mais pour moi, elle est quand même claire et nette dans un point de vue anticapitaliste. Et en plus, par contre, c'est aussi une loi qui aurait touché de ouf tout ce qui est micro-entreprise Uber, Deliveroo, etc.
c'est là où pour moi, entre métiers précaires, on peut aussi faire des liens et se battre pour tout le monde. Si on se bat pour l'auto-entreprise, par exemple, le fait qu'elle ait un statut plus protégé, ou alors faire passer les artistes en artistes-auteurs, mais que ce statut-là soit plus élargi en termes de prestations, j'en sais rien. L'un ou l'autre, ça veut dire que tu te bats pour plein d'autres travailleurs aussi, quoi. Et se battre, par exemple, pour que l'auto-entreprise soit plus protégée, ou c'est aussi se battre pour les travailleurs, même si, par exemple, les Deliveroo, etc., les demandes, c'est plutôt qu'ils soient salariés, et ça, j'entends clairement. Mais voilà, je pense qu'il y a plein d'intérêts communs qu'on peut trouver aussi dans les batailles, et aussi plein de choses qui devraient être beaucoup plus représentées dans les métiers les syndicats de la culture et qui sont complètement oubliés, quoi. Donc c'est sur ces trucs-là où je suis hyper frustrée des syndicats dans la culture, c'est que oui, on n'est pas pour les auto-entreprises, mais en même temps, aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui veulent être dedans, aussi pas seulement par obligation, mais parce que ça leur offre une liberté, avec qui travailler, etc. Et c'est des choses qui sont pour moi à écouter et à réfléchir ensemble. Et je sais que un peu le gros sujet sur les syndicats dans la culture, sur l'auto-entreprise, c'est de dire oui, mais une entreprise individuelle, ça casse tout ce qui est solidarité et intérêt commun, justement. Et ça individualise les gens et ça empêche la lutte. Enfin, en gros, c'est un peu ça aussi un des arguments des syndicats dans la culture, c'est-à-dire quand tu es salarié, par exemple, tu représentes les salariés, tu représentes un intérêt commun. Alors que si tu es un syndicat et que tu représentes une auto-entreprise, tu représentes un individu. Mais pour moi, c'est pas vrai, parce que j'entends de ouf et je pense qu'il y a plein de vérités là-dedans, mais c'est à nuancer d'après moi, parce que moi, les gens que je connais autour de moi qui sont en auto-entreprise, c'est aussi des gens qui sont dans plein de collectifs, dans plein d'assauts, etc., de solidarité dans la culture ou autre d'ailleurs. Mais ça empêche pas en fait d'être solidaire, ça empêche pas de se battre pour l'intérêt commun, ça empêche pas de... Voilà, peut-être qu'au niveau des défenses des travailleurs, il y a aussi la défense du statut tout simplement. Et ça, c'est un intérêt commun, défendre un statut. Enfin là, pour moi, il y a plein de choses à réfléchir et qui sont pas du tout assez abordées aujourd'hui, et ça me frustre pas mal. Et voilà, je voulais vous en parler. Donc c'était mon petit retour là-dessus. J'aimerais trop avoir votre avis aussi, parce que moi je raconte grave mon avis, mais j'ai pas du tout la science infuse et je serais hyper curieuse de voir vous ce que vous en pensez. Voilà, et puis dernier truc là, et puis dernier petit sujet du jour, c'est quelque chose qui m'est arrivé ce matin là, donc je vais vous en parler un peu à chaud. Je suis hyper démotivée et c'est pas grave. Mais je me disais que c'était cool d'en parler parce qu'on voit souvent plein de gens faire plein de choses, avancer de ouf, ou alors militer, ou alors avancer dans leur carrière, etc. Et des fois, on oublie qu'on est souvent à la ramasse aussi. Et je trouve que c'est important d'en parler. Et je sais que j'en parle souvent, mais je veux vraiment le rappeler, c'est que on est quand même dans un secteur hyper compliqué. Et les luttes en ce moment, elles sont hyper dures à tenir. On se sent fatigué, quoi, parce que on a déjà un métier hyper fatigant. Et en plus, lutter pour ses droits, mais aussi pour les droits des autres, et puis pour plein de luttes, enfin, c'est crevant, quoi. Et surtout que, en voyant la montée de l'extrême droite, par exemple, on peut perdre espoir, et ce serait grave ok de commencer à perdre espoir, parce que, voilà, c'est pas facile de tenir tête quand on voit comment les choses se déroulent et comment les choses évoluent. Et je trouve que c'est important de rappeler que vous avez le droit d'être saoulé, que vous avez le droit d'être fatigué et d'être démotivé de ouf. Et des fois, c'est un peu dur à assumer, surtout quand on sait pas où on va aller avec l'extrême droite après et tout, et si nos projets pourront être pérennes, etc. Et des fois, quand je perds espoir, je me dis, mais est-ce qu'un jour, je pourrais faire mes projets que je kiffe ? Parce que si l'extrême droite arrive, ça se trouve, ça n'arrivera jamais, quoi. Et j'ai l'impression d'avoir beaucoup épuisé mes forces à me battre pour moi et à me battre pour un peu l'intérêt commun aussi, enfin, sans vouloir me jeter des fleurs encore une fois, mais je passe beaucoup de temps sur des projets militants et ça me fatigue de ouf. Et c'est dur de voir que ça se trouve, ça n'avancera pas. Et voilà, je voulais juste dire ça et rappeler que c'est ok d'avoir des bases de morale comme ça et de se dire, bah moi aussi j'aimerais bien que ça m'arrive là. J'ai besoin de bonnes nouvelles. J'aimerais bien qu'il y ait des bonnes nouvelles qui m'arrivent. J'aimerais bien qu'il y ait de bonnes choses qui me tombent dessus. J'aimerais bien que voilà. Comme je vous l'ai dit l'année dernière, moi j'ai lancé beaucoup de choses et beaucoup de nouveaux projets, quoi.
qui aujourd'hui se concrétise un peu plus, mais tout est très lent, très très lent. Et j'ai quand même espoir parce que ça marche, ça commence à marcher, mais ça marche si lentement qu'il faut pas être impatient et frustré. Et je suis quelqu'un de très impatient à la base. Donc je sais pas comment je fais pour tenir dans ce truc parce que vraiment, il y aurait de quoi se démotiver. Mais je pense que la passion est plus forte que tout et du coup je tiens tête et je continue. Mais je voulais juste vous apporter un peu de réconfort et d'amour si jamais vous avez ces réflexions-là. Et vous dire que je pense que vous êtes vraiment pas les seuls et que vous êtes vraiment loin d'être isolés dans ces pensées-là. En tout cas, moi, c'est quelque chose auquel je pense souvent et qui me démotive souvent. Et j'oscille de ouf entre je suis trop heureuse et c'est trop le métier que j'aime et tout. Et entre des fois, je suis vraiment hyper démotivée. Et cette année, c'était beaucoup plus la démotivation que la motivation, par exemple. Je pense que vous l'avez vu, de toute façon, au travers des épisodes, mais ça y est, là, je suis épuisée et je commence à vraiment avoir plus de démotivation que motivation souvent. Et je vais grave continuer parce que de toute façon, je me vois pas faire autre chose et j'adore mon métier. Mais c'est ok d'être fatigué et surtout quand ça fait des années que vous êtes là-dedans. Moi, je parle beaucoup avec des gens qui viennent de se lancer et c'est trop intéressant et c'est trop bien. Mais je trouve ça cool aussi d'écouter des voix de gens qui sont là depuis un peu plus longtemps et qui sont aussi peut-être un peu plus démotivés des fois de voir comment les choses se déroulent. Mais j'ai aussi espoir parce qu'il y a des gens qui sont là et qui tiennent et qui ont tenu toute leur carrière. J'aimerais bien d'ailleurs commencer aussi à interviewer parfois des gens qui sont là depuis beaucoup plus longtemps parce que je pense que c'est des récits qui peuvent être hyper intéressants également. Et voilà, j'essaierai de vous trouver des invités qui ont beaucoup plus d'expérience. La dernière fois, on a parlé avec une céramiste qui était céramiste à Croix-Rousse depuis 30 ans. Et je me dis que c'est cool aussi d'avoir des récits de gens qui ont traversé un peu les vents, les marées, et qui sont toujours là aujourd'hui et toujours aussi passionnés, et que leur entreprise fonctionne aussi de façon pérenne. Moi, je pense que j'arriverai à faire fonctionner mon entreprise de façon pérenne. Par contre, j'ai peur de pas faire du tout ce que j'aime. Mais je vais me battre pour, et je continue à me battre, et je continue à garder espoir et à continuer à faire ce que je fais. Je continue à être têtue, c'est le mot. Mais c'est ok de pas avoir le moral et de se sentir comme une merde parfois. Parce que le monde est fait pour qu'on se sente comme une merde dans ces métiers-là. Voilà, vous avez le droit de vous sentir mal et vous avez le droit d'en parler entre vous aussi. Moi, je trouve que c'est ok, que c'est normal et je tiens à vous envoyer plein d'amour si c'est le cas et à vous dire que vous n'êtes pas seul. Voilà, c'était le petit mot de fin. Merci aux courageux et courageuses qui ont écouté jusqu'ici. J'espère que l'épisode aura pu vous intéresser, vous toucher ou vous parler à des endroits où vous aviez besoin. En tout cas, c'est le but, qu'on puisse discuter ensemble de ce qui va pas, avec une vision toujours un peu politique, je l'espère, des choses et des sujets, mais aussi humaine. Et voilà, j'espère que ce podcast vous fait toujours du bien et qu'il vous plaît. Je suis toujours à l'écoute, donc n'hésitez pas à me faire vos retours et à me faire vos suggestions. Si l'épisode vous a plu, encore une fois, n'hésitez pas à soutenir le podcast. C'est hyper important, j'en ai besoin et ça m'aide énormément. Et sur ce, je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine et je vous dis à 2 semaines pour un nouveau podcast avec une invitée juste incroyable. À bientôt!